Alors j'ai démarré un thread sur le complotisme, je vais me concentrer sur les grosses théories complotistes avec un impact politique et leurs points communs, leurs erreurs, les erreurs en général que commettent les gens, les erreurs cognitives et scientifiques et autres, les erreurs de raisonnement, les erreurs de paradigme que commettent les esprits qui sont tentés par le complotisme. Et en même temps, les illustrations seront sur une seule famille de théories complotistes, qui est la théorie, on va dire, celle qui dit que les juifs et les francs-maçons dominent le monde, répandent le LGBTisme et essayent de conduire à une guerre entre le christianisme et l'islam en vue de faire triompher une supposée synagogue. Bon, parce que c'est celle qui a le plus de succès sur les réseaux sociaux, dans la mesure où elle va drainer tous les malheureux, mais en même temps les croyants, pas forcément malheureux, qui ont besoin de ne pas apostasier et donc qui vont rechercher des accompagnateurs de leur lutte contre les baisses de foi dans des paradigmes alternatifs. Donc c'est pas toujours méchant, hein. Des fois ça commence par les Américains sont jamais allés sur la Lune, la théorie de l'évolution est fausse, mais il y a des aspects offensifs et agressifs du style nous sommes trompés par les élites qui veulent notre peau, etc. etc. Mais d'abord je voudrais, dans cette vidéo en tout cas, j'en ferai d'autres, je vais égrener puisque je vais faire des commentaires des vidéos complotistes, dans cette vidéo je voudrais insister sur une méthodologie fausse qui marche pas, hein, qui est rejetée depuis toujours par la science parce que sinon on ferait que se planter, qu'utilisent par contre les théories complotistes puisqu'elles n'ont pas besoin de se vendre. Je veux dire par là, elles n'ont pas besoin d'être mises en application avec risque d'échec au moment de la mise en application. À la différence de la science qui, quand elle construit un téléphone, s'il ne marche pas, tout le monde va gueuler. Si elle construit un micro-ondes ou un four qui ne chauffe pas les aliments, tout le monde va gueuler. Si elle construit un climatiseur qui ne rafraîchit pas une pièce, tout le monde va gueuler. Si le système GPS ne marche pas, tout le monde va gueuler. Quand je dis gueuler, c'est un euphémisme. À un moment, tout se crache, quoi. Si elle fait une erreur, la science, dans les médicaments, vous pouvez empoisonner d'un coup 100 millions de personnes. Et puis c'est pas du genre la mythologie anti-Covid, enfin covidique, c'est du genre vous avez vraiment 100 millions de personnes qui tomberaient mortes. Donc évidemment la science ne peut pas faire ces erreurs-là, mais par contre les sphères complotistes peuvent les faire puisqu'elles vendent rien. Enfin elles vendent du narratif. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser leur production pour les mettre à l'épreuve des faits, vous voyez. Alors, quand on construit une théorie à partir de faits, je vais faire une analogie, mais ce qui est assez correct, on construit une droite. La théorie, c'est une droite, voilà, et elle passe par une infinité de points. Donc vous pouvez imaginer une droite dans le plan, même si c'est pas une obligation, ça pourrait être une droite dans l'espace. Mais pour faire simple, je vais prendre une droite dans le plan. Et puis pour faire corroborer les faits à votre théorie, vous allez prendre les points alignés sur cette droite, tout simplement. On va dire même que c'est une direction, hein, c'est pas une droite. Une direction, c'est un ensemble de droites parallèles. Une droite et une autre droite qui sont parallèles représentent la même théorie. Et en géométrie projective, c'est un point à l'infini. Voilà, c'est ce qu'on appelle un point à l'infini, mais c'est pas très important. Donc les théories complotistes, ou pas d'ailleurs les théories tout court, dès lors qu'elles ne sont pas mises à l'épreuve de la reproductibilité efficace, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ensuite, qu'elles vont pas devoir faire leurs preuves, qu'elles se contentent d'être des narratifs, les théories sont des directions, donc des points à l'infini, donc des droites, sachant que deux droites parallèles représentent la même théorie. Et ce que font les complotistes, c'est qu'ils prennent des points alignés, tous qui vont dans la direction de leur théorie et rejettent les autres. Alors, il y a un mot à la mode, mais qui est hélas très trompeur, c'est le mot biais de confirmation. Souvent, l'activité de prendre les points alignés dont l'alignement définit une droite qui va dans une certaine direction, les gens appellent ça des biais de confirmation. Mais ça sous-entend que ce serait juste une petite erreur en passant, un déséquilibre en passant. Pas du tout, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous allez construire une théorie complètement fausse et débile, en prenant les faits qui sont alignés dans cette direction-là, qui forment cette droite, qui est une théorie. Et c'est pas juste, il n'y a pas d'opposition à cette droite. Ça c'est pas juste une ignorance de faits qui viendrait contredire la théorie. C'est tout simplement une ignorance même de faits qui isolément la contredisent pas, mais sont pas alignés. Et donc, une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on dit, oui, voilà, le biais de confirmation, les gens privilégient les faits qui confirment leur théorie. Mais souvent, ils pensent noir ou blanc, c'est-à-dire, ils pensent qu'il y a deux pôles. Or, sur un cercle, vous voyez, il y a une infinité de pôles, et c'est bien pire que des biais de confirmation, puisque c'est un alignement des faits dans la direction d'une droite, et vous allez ignorer des faits qui n'ont en fait aucune importance et qui ne viendraient pas à vous contredire, mais qui sont tout simplement pris isolément, inoffensifs, pris dans leur ensemble, ça crache totalement la théorie. Et donc, ils vont aussi ignorer ces faits. Ils vont pas que ignorer les choses contrariantes. Ils vont aussi ignorer les choses inoffensives, isolément, mais qui, pris dans leur ensemble, ridiculisent la théorie. Et quand vous allez leur dire, t'es victime de biais de confirmation, enfin il y a des biais de confirmation dans ta démarche, ils vont répondre, non, regarde, ça et ça et ça et ça et ça, je l'ai pas retenu, pourtant j'aurais pu. Ils vont vous dire pourtant j'aurais pu, mais c'était pas important. Et en réalité non, ils auraient pas pu. Et c'est à ça que vous voyez. Alors évidemment, il faut être scientifique, il faut avoir des théories mathématiques, il faut avoir déjà de la logique mathématique, ensuite de la théorie des graphes, etc. pour quantifier tout ça et l'organiser. Donc le débunkage de ces théories complotistes n'est pas
ne se restreint pas, et même c'est même négligeable, aux théories standards dites non complotistes, anticomplotistes ou des bunkeuses qui iraient uniquement sur oui non. Ok. Je vais prendre un exemple. On peut entendre, par exemple, puisque je vais traiter le problème du 11 septembre, on peut entendre des gens dire oui, la troisième tour. Ou oui, il y a un assureur qui a fait assurer la tour et il a gagné de l'argent avec les attentats, etc. Et donc là, on est typiquement, on a des faits alignés avec la théorie complotiste concernée, mais ce qui n'est pas, ce qui ne contrarie pas cette théorie n'est pas dit. L'énoncé correct du fait qu'un mec assure une tour et donc si elle s'écroule il va être remboursé, éventuellement il va gagner plus, hein, c'est tout le business des assurances, c'est quelque chose qui existe absolument partout, ça ne vient pas contredire la théorie complotiste, mais ils vont quand même isoler ce fait qu'ils vont mettre en alignement, mais ils ne vont pas signaler que tous les gens font ça. Comme s'il y avait eu quelque chose d'incroyable, louche, dans un éventuel délit d'initié, alors que les tribunaux, il y a des parquets spéciaux pour tous les délits d'initié de la Terre. Voilà. Deuxième point, je prends un exemple qui me vient en tête. Hier, j'étais avec un intégriste chrétien qui ne jure que par le catholicisme et qui lisait un texte qui ne contenait que des grosses banalités je sais pas moi, de pots de retraite, soi-disant écrit par des francs-maçons ayant comme projet de détruire l'emprise et la puissance du christianisme sur les sociétés. Bon. Le gars il dit ouais, vous voyez, il y a un complot, c'est une société secrète et en fait, il n'y a pas besoin de le contrarier. Simplement, il dit quelque chose qui est banal, il dit un truisme. Il y a bien évidemment des tas d'associations, des tas de lobbies, des tas de diasporas qui luttent depuis des siècles contre l'emprise du catholicisme, l'emprise politique du catholicisme qui constitue un monde qui avait le pouvoir et qui est très puissant. Et il vous lit ça comme si il faisait une révélation. Donc à nouveau, il va ignorer un point qui est pourtant a priori pas aligné sur la droite, mais qui n'inflige pas une droite qui va dans une autre direction. Simplement, il pose la chose dans un décor qui va alimenter une émotion sans... Alors que moi, si je l'écoute, je lui dis, t'as raison, tout le monde le sait, c'est évident. Et alors, enfin, je veux dire, vous avez même des lois officielles, la loi 1905, suivie de la loi 2004 récemment, vous avez eu toute une histoire de la résistance et de la lutte pour empêcher l'emprise des religions, mais surtout du catholicisme pour ce qui est de notre pays, du christianisme et puis de ses instances actives, si vous voulez, pour dire que non, c'est pas la religion qui donne la perception de la réalité, etc. C'est absolument banal. Alors le gars il veut accuser les francs-maçons, mais francs-maçons ou pas, c'est absolument banal. Il y a 2 tiers des gens, et même d'après des témoignages un peu plus, puisqu'à l'intérieur même du christianisme et même à l'intérieur même du catholicisme, vous avez des couleurs beaucoup plus modérées. Je l'ai appris hier, d'ailleurs j'ai contredit un gars parce que le gars il disait que même les curés étaient modérés. Donc je lui ai dit non, les curés ils disent que Jésus c'est Dieu, et ils te disent que Marie était vierge. Le gars il allait jusqu'à contester ça. C'est-à-dire qu'il allait jusqu'à dire que même la position de l'église officielle était devenue agnostique, enfin d'un agnosticisme teinté d'inspiration chrétienne. Donc non, mais il est néanmoins vrai que dans la communauté des gens qui se disent chrétiens, parfois vous voyagez à l'étranger, vous demandez à quelqu'un s'il est chrétien, il vous dit oui, et puis une heure après il dit oui, je suis un chrétien athée, je viens de France, ou je viens de, je sais pas moi, de Yougoslavie, ou de Pologne. Pardon. Et ce que le gars a lu, c'est un texte totalement normal, enfin, c'est un pot de retraite, quoi. Vous pouvez écrire, vous dites des choses comme ça, tous les pots de retraite. Ça va m'amener à un troisième exemple, que j'ai d'ailleurs jamais, volontairement, je les laisse dire et je les enregistre, parce que j'attends d'avoir 15 personnes enregistrées avant de débunker. Vous avez toute une partie de cette sphère, alors là, ça vient plus souvent de l'islam que du catholicisme, qui est plus sensible et plus carré dans son hostilité aux juifs, qui dit von der Leyen a fait un discours en disant que les valeurs européennes étaient celles du Talmud, et il passe une vidéo, un extrait, on voit von der Leyen qui dit effectivement ça. Et ça, ils la diffusent partout. Vous voyez, ils font vraiment... c'est très important pour eux. En fait, cette vidéo, c'est un montage coupé, enfin c'est une coupure, c'est un extrait d'un discours de von der Leyen dans une université de Jérusalem pour la remise d'un prix quelconque, enfin lors d'une visite décorative, qui très banalement, comme l'aurait fait absolument n'importe quel chef d'État, y compris MBS, y compris M6, y compris le président américain, n'importe qui aurait dit la même chose que von der Leyen. C'est une banale politesse vis-à-vis des invités. Vous dites ah ouais, vous êtes beau, vous êtes gentil, vos valeurs sont des valeurs importantes, vos valeurs de paix et d'humanisme sont des valeurs importantes. Enfin rien d'étonnant. Et surtout, rien d'inhabituel sous le soleil. Vous visitez une université à Tel Aviv,
vous dites ouais, les valeurs du Talmud sont des valeurs humanistes. Vous visitez une académie, une université en Arabie Saoudite, vous dites oui, l'islam est une religion de paix. Vous visitez une université du Pérou ou d'Argentine, vous dites ah, le catholicisme, nous lui devons beaucoup. Enfin, et puis vous visitez en Inde, vous allez dans une institution bouddhiste faire un échange diplomatique avec tels responsables locaux, vous dites ah, l'hindouisme est une grande religion, etc., etc. Bon, voilà. Eh bien, ça a été repris, Sachant qu'en plus, et c'est là où c'est très comique, le Talmud n'a strictement aucune valeur. Y compris dans le judaïsme. Le judaïsme, il est basé sur l'Ancien Testament, le Pentateuque qui s'appelle la Torah dans le judaïsme, qui provient de moins 1500 avant Jésus-Christ. Les premières lignes des premiers Talmuds existants, c'est plus ou moins 500, entre 300 et 600 après Jésus-Christ. Il y a 2000 ans entre les deux, un peu moins, hein, peut-être 1500 ans. C'est comme si un livre était apparu en l'an 300, et qu'aujourd'hui, en l'an 2000, des gens commençaient le début de commentaires sur ce livre. Et puis que dans 1000 ans, on va vous donner un nom à ce livre. Aucun intérêt. Il n'y a pas de lien, il y a 2000 ans entre les deux. Je ne sais pas si vous imaginez 2000 ans ce que c'est. Et surtout que nous, on a progressé. Donc on a des historiens qui se trompent ou qui aient raison, ils travaillent. Ils essayent de travailler, ils sont payés pour ça. Hein. Ils font des recherches, ils visitent, ils prennent des avions, payés par leur université. Ils vont consulter des documents, ils ont des méthodologies, ils ont passé des diplômes qui ne sont pas forcément très faciles à avoir. Mais imaginez 2000 ans dans les époques anciennes, mais c'est une éternité. C'est comme, vous pouvez comparer ça à 10 000 ou 15 000 ans. Donc c'était comme si la Torah était arrivée il y a 15 000 ans et que les premiers Talmuds étaient arrivés 10 000 ans plus tard. Voilà. Et donc en plus de ça, Van der Leyen, un préposé au discours, lui a écrit vite fait 3 phrases de politesse et il s'est trompé. Il a mis Talmud. Donc, les propagandistes de l'islam font exactement le même truc parce que, alors il y en a, c'est en connaissance de cause et c'est de la mauvaise foi, c'est parce que ça les arrange de taper plus sur... Ils ont plus de facilité à fouiller dans le Talmud et à trouver des trucs qu'à fouiller dans la Torah, voilà. Mais c'est purement pratique. Voilà, donc vous avez cette notion de prendre des points alignés pour dire regardez la droite, regardez la direction dans laquelle ça va. Ça c'est très important. Deuxième point, analyser le passé à partir de l'instant présent. C'est une erreur absolument... incontournable. Quand vous le faites, vous n'êtes pas recevable. Aucun scientifique, s'il commence son exposé en disant regardez ce que nous avons aujourd'hui, je vais vous expliquer comment c'est arrivé, le jury, l'auditoire lui dira c'est bon, tu peux t'en aller, on va pas t'écouter. On n'analyse pas quelqu'un qui a gagné au loto. On ne dit pas que quelqu'un qui a gagné au loto avait secrètement une connaissance des numéros gagnants. Voilà. Si un mec arrive en disant je vais vous prouver que je suis vraiment un génie, regardez, j'ai gagné au loto, je savais quel numéro jouer, vous lui dites merci, au revoir. T'as gagné du pognon, prête-moi du pognon. Mais vous n'allez pas lui attribuer quoi que ce soit. C'est exactement pareil pour les théories, ça ne se limite pas aux gens. Le gagnant au loto ne peut attester qu'il savait quel numéro jouer, c'est tout simplement que tous les numéros sont joués, donc il y a forcément un gagnant, il y a forcément... On va prendre un exemple très simple, si vous asseyez sur une chaise deux personnes qui sont en contradiction l'une avec l'autre, l'une dit que les extraterrestres existent, c'est la personne A, l'autre dit que les extraterrestres n'existent pas, c'est la personne B, et puis je sais pas, dans 150 ans on a une visite d'extraterrestres, on va dire qu'ils sont gentils, qu'ils viennent nous dire bonjour, nous faire des cadeaux puis ils repartent, et alors imaginez, on revient à ces deux personnes et on dit A est un prophète, il avait raison, c'est incroyable, nous allons maintenant dorénavant écouter A, voilà. Bon ben ça on ne procède pas comme ça en science, pourquoi? À cause du paradigme quantique, mais même avant on ne procédait pas comme ça, parce que même la science traditionnelle savait, et, malgré son déterminisme, savait que potentiellement, le paradigme quantique il a rendu ça réel, le multimonde. Mais potentiellement avant, on avait des raisonnements sur le multimonde en faisant quand même attention au fait que potentiellement, il aurait pu au conditionnel se passer autre chose. Quand vous avez un point dans le passé, vous devez imaginer qu'il y a plein de réalités différentes qui partent de ce point. Alors, depuis le paradigme quantique, on sait qu'elles sont vraiment réelles, ces réalités, mais avant, on pouvait dire potentiel, c'est pas très important la différence. Maintenant, quand vous prenez un point d'arrivée sur le cercle, sur la circonférence, et que vous dites, regardez, je vais vous expliquer comment on est arrivé là, à partir du centre du cercle, c'est pas recevable. Les gens vont vous dire, mais le centre du cercle, tu pouvais aller ailleurs. Voilà. Et donc, si vous voulez prouver une intention, enfin, si vous prenez un point, si vous prenez à un instant présent la situation et que vous dites, regardez, quelqu'un l'a souhaité dans le passé, c'est pas recevable s'il a juste émis un souhait. On a même un progrès récent en science qui s'appelle la correspondance de Curie-Ward, qui dit que souhaiter A, c'est croire à non A. Voilà, c'est à peu près semblable à croire à non A. C'est un peu une validation scientifique ou un renforcement de on ne désire que ce qu'on n'a pas. Le souhait a le même type informatique. Bon, la correspondance, peu importe. Hein, le type informatique du vœu est un type informatique de négation de la chose désirée, la cible. Et c'est très profond, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que personne ne va rien comprendre. Mais si vous avez dans le passé quelqu'un qui souhaite quelque chose et qui a écrit j'espère que ceci arrivera, je prévois que ceci arrivera, blablabla, il faut remonter dans le passé et il faut regarder ce qu'il fait. Et quels éléments il va mobiliser et surtout quelle certitude il a d'obtenir ce qui va arriver.
Je vais prendre un exemple sur le 11 septembre, bon, à supposer que ce soit un grand complot truqué. Vous prenez donc, vous remontez dans le passé avant le 11 septembre, au moment de l'organisation de ce grand complot truqué. Et puis, vous examinez un par un les gens qui discutent, qui se mettent d'accord, qui se passent des coups de fil, qui s'envoient du matériel, qui s'envoient de l'argent, les gens qu'il faut tuer pour qu'ils trahissent pas le secret, les ceci, les cela. Enfin, vous analysez tout. Et vous vous rendez compte qu'un groupe qui ferait ça, bah, c'est du suicide. C'est le plus débile de la Terre. C'est-à-dire qu'il va pour faire une opération qui n'a ni sens, qui a très peu de chances de marcher, en tout cas si on essaye de le faire exprès, et qui vous emmène à vous faire éliminer par toutes les sécurités mondiales. Parce que va vous faire arrêter, éliminer. Et par ailleurs, en tant que personnalité individuelle, si vous participez à un type de machinerie comme ça, c'est l'assurance de ne pas dormir, d'être stressé, d'avoir des mécanismes de doublons, de malentendus de doublons, et donc à la fin c'est à l'intérieur du groupe, tout le monde s'entretue en pensant que tout le monde a trahi. Voilà, vous n'avez pas des opérations comme ça, elles n'ont pas un grand intérêt à être prévues d'avance et programmées d'avance. Et c'est comme ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder, après vous avez un événement qui arrive, et puis après vous analysez, et vous vous dites, ah quelqu'un l'a voulu, mais personne ne va vouloir ça, c'est débile. Ça n'a rien rapporté à personne le 11 septembre. Alors là, ça m'amène à un point rigolo, c'est que dans les narratifs, ça a rapporté, ça a amené les Américains à faire la guerre aux musulmans. Mais depuis quand les Américains ont besoin de se fatiguer pour faire la guerre à qui que ce soit? Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi voudriez-vous que pour envahir l'Afghanistan, les Américains aient besoin de demander l'autorisation à quelqu'un? Ça n'est jamais arrivé. Les Américains, ils envahissent qui ils veulent, ils font la guerre à qui ils veulent. Et d'ailleurs, ça ne se limite pas aux Américains. Un pays fait la guerre à qui il veut. Et puis, ce qui l'empêche de faire la guerre à un adversaire, c'est le fait que l'adversaire va se défendre et faire la guerre aussi. Ça ne va pas plus loin que ça. Et vous pouvez, vous rendez compte qu'il y a... Alors, c'est aussi une recherche de se croire important. Les gens se disent, ah ouais, mais les opinions publiques, elles ont de l'importance. Alors oui, c'est vrai, elles peuvent voter ou pas, ou en tout cas faire pression sur un référendum sur la peine de mort, sur l'âge de la retraite, oui, c'est vrai, l'opinion publique a parfois de l'importance, mais pas pour, on ne demande pas son avis au peuple pour faire la guerre, tout simplement parce qu'il dirait non. Les peuples, ils ont toujours dit non aux guerres, c'est ce qui est normal. Et en particulier, surtout le peuple adverse que vous allez attaquer. Il n'est absolument pas sérieux de passer sa vie pendant des décennies à dire les Américains font beaucoup de guerres et interviennent beaucoup dans le monde militairement, sans demander l'avis de personne. Et même si par politesse ils montrent une fiole à l'ONU pour faire parler dans les chaumières, sans demander l'avis de personne. Et puis quand ça vous arrange, vous dites oui, il y a eu ces événements complètement incroyables, et c'était parce que sinon les Américains ils n'auraient pas pu faire la guerre au pays à qui ils ont fait la guerre. Mais c'est une blague. D'abord ils l'avaient fait avant, ils sont intervenus sur des tas de théâtres, ensuite ils interviennent de manière plus ou moins pas en guerre officielle, mais par les services secrets. Mais là subitement ils auraient besoin d'un gigantesque texte pour faire la guerre à qui? À un territoire où il n'y a même pas d'eau, l'Afghanistan, où l'eau est rare et où il n'y a que des gens. Avant cette guerre, il y avait essentiellement des trafiquants de drogue. L'Afghanistan, c'est un pays qui vivait de ses exportations de drogue, de ses plantations, de ses exportations de drogue. Pour se prendre la tête, alors que ce pays n'a aucun intérêt, si ce n'est aider les populations à se débarrasser des talibans, et pour finir par en partir, et hélas, livrer les 15 millions de femmes afghanes aux talibans. Et les Américains et les Israéliens auraient organisé le 11 septembre pour ça. Mais c'est... Voilà, donc on est là sur un narratif, vous voyez, qui ne tient pas compte de présent-passé. C'est-à-dire, il dit, voilà, regardez ce que font les Américains ou les Occidentaux aujourd'hui dans leur guerre contre l'islam, qui est réciproque, l'islam fait la guerre à l'Occident, et ils disent, ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait le 11 septembre. Mais s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, la guerre de l'Occident contre l'islam serait beaucoup plus facile. Voilà, ils auraient attaqué plus de pays musulmans, c'est l'inverse en fait qui se serait passé. Et Israël serait beaucoup plus à l'aise et aurait une position beaucoup plus facile devant la volonté de l'islam de l'exterminer. C'est l'inverse, en fait c'est tout simplement l'inverse. Analyser, moi j'y étais, je suis vieux, analyser les situations géopolitiques avant et après, il n'y a pas d'enjeu géopolitique, il y a une résistance d'Israël à l'hostilité d'un monde musulman qui ne se cache pas et qui n'a pas besoin de faire le 11 septembre pour afficher son hostilité à Israël. Il l'a dit tous les jours, depuis toujours. Il y a eu plusieurs guerres d'ailleurs, voilà. Et l'Occident n'a absolument pas besoin de se justifier, en tout cas il n'en éprouve jamais le besoin, c'est d'ailleurs parfois il devrait, mais bon, passons, pour soutenir Israël. Et d'ailleurs il triche souvent, il dit on soutient que moyennement, on est pour une solution à deux États, enfin il y a un narratif à cause de ces populations musulmanes. Le 11 septembre 2001 a entraîné un surplus de conversion à l'islam. Voilà. Ceux qui disent ceux qui disent que c'est un complot, qu'il a réussi, c'est mêmes qui ont fait ce complot qui a réussi. Avait-il prévu qu'il y aurait un peu de conversion à l'islam? Ceux qui disent que non, ils se trompent sur la psychologie humaine et si vous êtes capable de réussir le 11 septembre 2001,
en tant que complot, en tant que grosse machination, vous êtes encore plus capable de savoir comment est faite la nature humaine et de deviner qu'il y aura des conversions à l'islam. Voilà, grâce à cet attentat. Vous connaissez en tout cas les bases de l'islam, il ne fonctionne pas comme le monde libre, c'est pas des gens qui pensent que Dieu est bon, c'est des gens qui pensent que il faut être un soldat, voilà, il faut être un soldat. Et donc tout ce qui envoie un message de force, ils aiment bien, ils aiment bien. Par exemple, quand Poutine a envahi l'Ukraine, les musulmans, il y a énormément de musulmans qui disaient ah Poutine c'est vraiment un homme, etc. Et donc le 11 septembre, ah ouais, voilà, l'heure est arrivée que l'islam redresse enfin la tête et s'impose dans le monde. Ça marche comme ça l'islam, ça marche pas autrement. Donc les gens qui ont organisé le 11 septembre le savaient. À supposer, hein, je me place dans... Donc voilà, c'était pour vous montrer comment ces constructions théoriques n'ont pas besoin forcément de mentir beaucoup. Bon, vous allez voir la vidéo, enfin vous l'avez vu, puisque je vais mettre cette vidéo après, la vidéo que j'ai déjà postée. La vidéo, elle est hardcore, elle dit que les avions n'ont pas existé, ou presque pas, que les passagers, il n'y en avait pas, c'est des faux passagers fictifs, etc., etc. Mais même les théories plus light, qui acceptent que les avions ont bien existé avec des passagers vraiment dedans, s'appuient sur des schémas et des paradigmes en fait qui, le plus important pour eux, c'est pas de convaincre sur le 11 septembre, le plus important pour eux c'est de maintenir une vie et une activité sur leur vision du monde, et très souvent religieuse, même si vous avez des extérieurs qui à la suite du Covid sont venus rejoindre un peu les rangs complotistes. À la base vous avez des multinationales religieuses qui ont absolument besoin de maintenir cette approche mystique et cette méthodologie erronée. Par exemple dans la vidéo vous allez voir, évidemment, ils accusent les Juifs, ils accusent Israël. Bon, ça fait partie de leur, je dirais, des bases de leur mécanisme. Mais, et c'est là où ils se disqualifient, ils n'accusent pas Israël en tant que pays laïque. Ils vont, à la fin de la vidéo, vous avez plein de discours de rabbins et tout qui égrènent la vidéo. Alors, pour les attaquer, pour les soi-disant dénoncer. Mais, en même temps, c'est une manière pour eux de penser qu'un rabbin c'est un truc important. Imaginez si on avait absolument... Bon, hélas pour les juifs, l'antisémitisme est un peu une exclusivité... il n'y a rien d'aussi intense que le mouvement anti-juif dans le monde. Mais imaginez si les Français étaient victimes de mouvements anti-français comme les juifs sont victimes de mouvements anti-juifs. Et ben vous auriez, et admettons qu'on accuse les Français de tous les maux de la terre comme le font les mouvements anti-juifs. C'est pareil, et bien l'équivalent ce serait, vous auriez des vidéos pour expliquer des ambiguïtés, des mystères, des complots, des montages et tout. Et à l'appui de ces vidéos, les réalisateurs, ils mettraient plein de discours de, devinez quoi, curés. Vous verriez des curés en train de parler de Jésus, parler d'eschatologie, de résurrection, de retour du Messie. Vous imaginez la tête que vous faites? Ah bon, ouais, d'accord, ok, ces vidéos complotistes, ça dit que la France, commandée par les curés, font ceci, font cela. Et ben là, c'est ce que vous voyez. Et donc le monde juif, qui n'est pas du tout religieux, qu'on n'a absolument rien à branler des rabbins, hein, ils les respectent parce qu'ils se serrent les coudes, parce qu'ils sont communément victimes d'antisémitisme, donc c'est moins visible, on va dire, de l'extérieur. Mais vous avez un juif, 60% des juifs sont agnostiques, mais vraiment agnostiques, anti-religieux. Et sur les 40% qui restent, vous avez 35 qui sont adeptes de l'Ancien Testament, de la Torah, et vous avez 5% qui sont chrétiens. Et dans les 35% adeptes du judaïsme, qui sont pro-judaïstes, c'est très varié. Vous avez des intégristes, quelques-uns, et puis vous avez des gens qui sont adeptes du judaïsme, qui se disent adeptes du judaïsme, comme le bon chrétien, votre voisin de palier chrétien un peu âgé en France, se dit va à la messe le dimanche. Voilà. Mais du point de vue des monteurs et des financeurs de ces mouvements complotistes, qui souvent viennent soit du catholicisme intégriste, soit de l'islam, ils ont besoin que la religion ce soit important en filigrane. Même s'ils vont parler d'autres choses, d'affaires qui concernent la vie terrestre, etc., ils ont besoin en filigrane que ce soit important. C'est pour ça que quand vous allez voir des gens attaquer les francs-maçons et dire qu'il y a un grand complot franc-maçon pour aller contre le christianisme, pour ces gens, le sous-entendu c'est le suivant. C'est, si on n'avait pas attaqué malhonnêtement le christianisme, aujourd'hui tout le monde penserait que Jésus c'est Dieu, et que la vérité vient de Jésus-Christ et du christianisme. C'est ça leur sous-entendu. Ils veulent pas faire pitié, ils veulent qu'on dise que si on ne croit plus à leur narratif religieux, c'est parce qu'ils ont été victimes d'une armée puissante et de sociétés secrètes puissantes. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à dire que les légendes religieuses ne sont pas si débiles que ça, puisqu'il a fallu des ennemis puissants pour les faire tomber. Vous comprenez? Ils ont besoin de se sentir combattus parce qu'ils ont besoin d'utiliser ça psychologiquement pour eux se sentir dans le vrai, mais surtout se sentir dans le sérieux. Pas dans le mais, tu racontes du délire, c'est faux ce que tu dis. Dieu n'a jamais envoyé de message. Voilà. Ils veulent pas être pris pour des clowns. Donc ils veulent absolument qu'il existe un monde, enfin qu'il existe un environnement qui les prenne pour des ennemis, qui les prenne pour des ennemis puissants. Et ça c'est très très important, parce que j'ai bien écouté. Puis alors il y a l'islam et il y a le catholicisme intégriste. Ils se positionnent
vis-à-vis des gens qui ne sont pas, qui ne croient pas à leur narratif, à leur légende religieuse, si vous voulez, ou à leur vérité religieuse, si vous pensez que c'est vrai, peu importe, c'est pas très important ça, mais à leur narratif, à leur récit religieux, à leur théorie religieuse, ils se positionnent comme si les gens qui n'y croyaient pas appartenaient à des branches extérieures. Par exemple, Édouard dit, toi, tu es un hérétique qui a lu machin et qui appartient à l'école de machin, etc. C'est-à-dire que pour eux, en fait, on serait religieux quand même, quoi. On serait religieux quand même, mais dissident. Non, non, on n'est pas du tout religieux. Moi, je considère, je n'ai aucun respect pour les religions, mais je ne leur accorde aucun crédit, aucun sérieux. C'est-à-dire que je vois des personnes qui peuvent être dangereuses physiquement et qui peuvent me forcer physiquement. Par exemple, si je suis poursuivi par quelqu'un qui me reproche d'avoir blasphémé et qui veut m'égorger, je sais qu'elles sont puissantes, les religions, mais leur comportement cognitif, je suis comme 90% des terriens, je m'en bats les couilles et je les considère comme des clowns. Il n'y a pas de, c'est parce qu'ils sont puissants qu'on leur répond. C'est parce qu'ils sont puissants militairement, policièrement, ils ont des milices, ils ont des... Voilà, mais il n'y a pas d'opposition au paradigme interne. Le paradigme interne, il nous fait rire, il est sympa, on adore. Moi, j'ai publié des tas d'extraits de toutes les religions, c'est rigolo comme tout. On n'est pas dans le... Comment dire, c'est pas comme quelqu'un que vous prendriez au sérieux et face à qui vous allez chercher à construire des arguments très étayés pour dire qu'il a tort. Les religions ne se positionnent pas sur ce terrain, elles prétendent qu'elles sont révélées par le créateur ou la créatrice, par l'entité qui a absolument tout créé, et définitivement, elles se disqualifient comme ça, les religions. Si vous voulez, si vous arrivez avec des arguments, on va essayer de vous opposer ou de démonter vos arguments, mais si vous arrivez en disant c'est une vérité révélée par l'entité qui a tout créé, ben vous dites non, moi je ne pense pas que l'entité qui a tout créé a procédé comme ça, mais peut-être que vous avez raison, elle peut tout faire. Donc elle peut tout faire, donc elle peut révéler et s'amuser à révéler n'importe quoi. Mais on n'a pas, dans le narratif religieux, vous n'avez pas de solidité intérieure, puisque c'est révélé. D'ailleurs, une solidité intérieure serait là aussi fragilisant. Parce que, comment dire, ça donnerait l'impression d'une construction humaine, vous voyez. Là, au moins, ça délire, ça fume la moquette la plus sale et la plus épaisse exprès, et après, bah, les religieux, ils arrivent en disant, ah ouais, on a l'air totalement débile, on sait, mais hélas, c'est Dieu qui a ordonné ça. Alors ça peut surprendre, mais voilà, c'est Dieu qui nous a ordonné de vous raconter ces trucs débiles. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de dissidence intellectuelle au narratif religieux parce qu'il n'est pas à la hauteur. Il s'appuie sur une révélation. Vous lui accordez, c'est tout. Vous lui accordez ça comme postulat. C'est d'ailleurs eux-mêmes, ils parlent de leur croyance. Donc vous leur accordez. Ils disent qu'ils y croient. Alors c'est pas toujours vrai qu'ils y croient, mais au moins verbalement, ils disent qu'ils y croient. Hein. Ils disent qu'ils y croient que Dieu est allé parler à Abraham et lui a demandé d'égorger son fiston. Bon bah écoutez, si tu y crois, je vais pas te dire que tu y crois pas. C'est toi qui sais si tu y crois ou pas. C'est pas à moi de te dire si tu y crois pas. Mais on n'est pas du tout sur un terrain paradigmatique où le religieux peut être accueilli comme un interlocuteur. Bénéficiant d'une forme d'estime. Ça n'existe pas, ça. Voilà, ça n'existe pas dans le monde non religieux. Voilà, il y a une tolérance liée à la liberté d'expression, liée à beaucoup d'enjeux, liée au fait aussi, c'est une monnaie, hein, je rappelle, c'est une monnaie le religieux, parce que ça vous permet de faire travailler des gens qui ont des vies de merde à votre service en leur disant que de toute façon c'est pas important, l'important c'est qu'après ils seront récompensés au centuple en allant au paradis. Et donc ça vous permet de maintenir les classes ouvrières et les classes du monde qui sont exploitées dans une discipline que vous n'obtiendrez pas si vous leur promettez pas le paradis. Ok, voilà, ça va être très dur de faire bosser quelqu'un, lui dire t'as une vie de merde et après tu meurs, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, voilà, t'es définitivement, tu sais à rien, t'aurais pas dû venir au monde, quoi. T'es venu au monde, t'as bossé comme un taré, et après, bah, on te jette à la poubelle et il n'y a plus rien. Évidemment que les religions, de ce point de vue, elles ont un rôle politique en offrant le paradis aux ouvriers qu'on paye pas cher. Elles ont un rôle politique qui a toujours été gigantesque dans la géopolitique et dans la politique mondiale. Ça permet aux dirigeants de canaliser leur peuple. Alors c'est vrai que l'Occident a choisi, le monde libre a choisi des moyens moins malhonnêtes, on va dire, au moins, voilà, ils offrent pas le paradis après la vitesse pour rémunérer les boueurs. Ils préfèrent augmenter ou pas le SMIC, lui offrir des congés payés, etc. Mais bon, ça pose aussi des problèmes. Voilà, c'est aussi plus dur de discipliner les populations. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que, comme en plus je vais accélérer la vidéo, ça fera sûrement 35 ou 36 minutes, mais on va voir.